Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Claude Meunier-Berthelot. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Claude Meunier-Berthelot, vous êtes juriste, diplômé d'Assas, vous avez réalisé toute votre carrière au sein de l'éducation nationale, vous avez consacré de nombreux livres à son ancien ministre, Jean-Michel Blanquer. Enfin, deux seulement. 2 livres, ouais. 2 pour lui, oui. On peut aussi citer des ouvrages tels que « C'est l'identité française qu'on assassine » ou « Cette révolution scolaire qui tue la France ». Ce sont les 2 derniers, oui. Parler avec vous, Claude Meunier-Berthelot, de l'école, puisque c'est la rentrée, en tout cas on est à l'époque de la rentrée scolaire. On a récemment entendu le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, prononcer l'interdiction quant à ce port de l'abaya. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pensais que c'est du cinéma, si vous voulez, parce que si vraiment on voulait interdire le port de l'abaya, il fallait le faire avant la rentrée quand même. C'est pas le jour de la rentrée qu'on le décide. Alors, ça permet de faire un écran de fumée sur les problèmes de l'éducation. Cache-misère, quoi. C'est le cache-misère, oui. Mais ça ne va pas au fond des problèmes de l'éducation qui sont abyssaux. On va en parler, évidemment, mais... le port de l'uniforme revient à chaque rentrée. Le gouvernement a proposé, s'est exprimé sur le sujet. Est-ce que vous y seriez favorable ? On sait que c'est déjà le cas en France, en tout cas pas dans la métropole, mais aux Antilles, les enfants portent chacun dans l'école un uniforme différent. Oui, ils portent un uniforme différent parce que ce sont des réseaux d'éducation prioritaires. Et donc là, effectivement, l'école est différente, comme elle l'est aussi en métropole pour les élèves issus de l'immigration dans les réseaux d'éducation prioritaire et même hors réseau d'éducation prioritaire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vois franchement pas la nécessité de prendre un uniforme pour une école qui n'existe plus, parce que l'école française aujourd'hui, pour nos enfants, n'est plus une école. Ce sont des centres de loisirs, d'endoctrinement. Centres aérés, quoi. Centres aérés ou pas. Pour devenir, en fait, le président l'a répété, nous formons des citoyens, qui deviennent de bons petits républicains. Exactement. Mais c'est quoi l'endoctrinement républicain ? Ça passe par quoi ? Ça passe par les valeurs de la République. Justement, si vous voulez, les programmes, il faut bien réaliser que l'école est morte et que c'est sans retour. Aujourd'hui, c'est pas, il suffit pas de dire il y a le premier recrutement réformé, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé ? Parce que maintenant, il n'est plus du tout question de faire cours. Il est question de faire réaliser des projets à des élèves sans qu'il y ait une transmission de savoir. D'ailleurs, je le dis dans mon dernier livre, Cette révolution scolaire qui tue la France, en réalité, sous Blanquer, réforme qui subsiste, il ne faut pas croire que puisqu'il est parti, ça s'annule. M. Blanquer a supprimé les 80 inspections générales qui chapeautaient les différentes disciplines d'enseignement. Donc il n'y a plus d'enseignement de littérature, il n'y a plus d'enseignement d'histoire, il n'y a plus d'enseignement de géographie, etc. L'enfant est censé construire son savoir à travers des projets. Et ces projets doivent être attachés aux valeurs de la République. Et ce qui remplace le contenu histoire, géographie, etc., c'est le vade-mecum de la laïcité. Et le vade-mecum de la laïcité a comme valeur notamment, l'égalité, et donc égalité qui est conjuguée à travers de ce projet sous toutes ses formes. Égalité sexuelle, égalité de race, écologie à outrance, etc. Et donc, c'est le programme aujourd'hui, si vous voulez, des élèves sur lesquels ils vont bâtir les projets qu'ils vont vouloir, si vous voulez. Donc, on n'est plus dans le cadre d'une école. Je ne vois pas pourquoi on va mettre un uniforme à des élèves qui sont plus... Enfin, à des enfants qui ne sont plus des élèves. Non, il faudrait... C'est en faire des bons petits consommateurs mondialisés, quoi. Des crétins. C'est ça. Un chat, un chat. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur les étapes qui nous ont menés là où on en est aujourd'hui en France avec l'éducation nationale ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je l'explique dans C'est l'identité française qu'on assassine, toute l'historique de la dégradation du système éducatif, parce que la situation qui existe aujourd'hui n'est pas due à une négligence des ministres, à une succession de ministres qui auraient fait n'importe quoi et différemment
du ministre précédent qu'il n'y aurait aucune cohérence. C'est absolument faux. C'est un projet qui remonte à la Révolution française en réalité. Et aujourd'hui, on arrive à une situation qui était celle qu'avait imaginé le Pelletier de Saint-Fargeau, projet qui avait été repris par Robespierre. Alors évidemment, et si vous voulez, tout n'a pas pu se faire dans l'instant même et nous avons évolué en 250 ans dans un système de révolution lente. Et dans ce système, si vous voulez, les révolutionnaires savent faire parfois 2 pas en arrière pour faire un pas en avant. Oui, parce que pendant la Troisième République, on avait de bons instituteurs. Bon, ils étaient assez anticléricaux, mais enfin, ils ont donné quand même à la France des génies dans tous les domaines d'activité. Oui, alors ça a correspondu au projet de Condorcet. Ça, parce qu'il y a 2 projets au moment de la Révolution qui ont compté, si vous voulez, par la suite, c'est le projet de Condorcet qui était un projet basé sur l'instruction, parce que Condorcet pensait que pour que la société puisse fonctionner normalement, il fallait former des personnes qui seraient capables d'occuper les postes voulus. Et par contre, le Pelletier de Saint-Fargeau, lui, ce qu'il voulait, c'était effectivement que les enfants s'adonnent à des activités basées sur les valeurs de la République. Il y avait vraiment un endoctrinement vers la République. On y est aujourd'hui, si vous voulez. Alors, on a été obligé de passer par le projet de Condorcet. Pourquoi au moment de la Troisième République? Pourquoi? Parce que le projet des Républicains était de prendre le pas sur l'école privée. Parce qu'au XIXe siècle, vous avez eu une école privée qui fonctionnait bien, notamment les jésuites, etc. Vous me disiez que les Républicains, leur projet, c'était de montrer au monde qu'ils étaient capables de faire aussi bien que l'école privée catholique. Mais voilà, c'est ça. Pour la supplanter. Pour la supplanter, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors donc, si vous voulez, d'ailleurs, pendant toute cette période, ils ont fait une lutte acharnée contre l'enseignement public, fermeture d'établissements, expulsion des congrégations religieuses, interdiction d'enseigner aux religieux, etc. Donc, si vous voulez, toute la période qui s'est étendue de l'adoption du projet de Jules Ferry jusqu'à la guerre de 14, si vous voulez, vous avez eu une lutte acharnée contre l'enseignement privé parce que leur but, c'était effectivement de supplanter l'enseignement privé et donc il fallait qu'ils fassent la preuve qu'ils fassent aussi bien. Mais c'était pas le projet final, vous comprenez? Ça, c'était les 2 pas en arrière. Mais pour pouvoir avancer, parce que déjà, on sait qu'il y a eu un allègement des programmes en 1923. Ensuite, en 1932, l'instruction publique est devenue éducation nationale. Donc, c'est-à-dire, c'était l'esprit de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Hein. Et donc, en 1937, vous avez eu aussi un projet de Jean Zay, mais qui n'a pas abouti, mais qui était basé sur des activités. C'était effectivement dans la ligne du constructivisme. Oui. Et puis ensuite, c'est le plan qui a servi après de dégradation, ça a été le plan Langevin-Vallon qui a été repris en 1947, mais qui ressemblait beaucoup à ce projet de Jean Zay. Voilà, c'est ça, basé sur des activités. Et d'ailleurs, alors il faut dire qu'il y a bien une intention de la part de nos gouvernants, et qu'on est dans un système de révolution lente. Un ami me disait que dans les années 60, une de ses amies se trouvait à travailler au ministère de l'Éducation nationale et elle avait dû aller aux archives. Alors, pour je ne sais quel dossier, peu importe. Et puis, tout d'un coup, elle voit un dossier plan Langevin-Vallon. Alors, elle se dit, ça doit être intéressant. Donc, elle prend le dossier, elle l'ouvre et puis, bon, elle lit certaines choses. Et puis, elle dit, oh, bah, tiens, ça, c'est intéressant, je l'emporte. Et quand elle est arrivée à la porte on lui a dit non, vous ne pouvez pas l'emporter. Non, ce dossier-là, il faut le laisser là, vous ne pouvez pas l'emporter. Et elle avait eu le temps de lire que le plan Langevin-Vallon avait pour but d'empêcher les enfants de penser par eux-mêmes. Donc elle a eu le temps de voir ça. Donc si vous voulez, quand on voit aujourd'hui, si vous voulez, l'état dramatique dans lequel se trouve la situation scolaire des enfants, on peut estimer que le projet a abouti. Il y a eu aussi, on en avait déjà parlé ensemble, l'arrivée des pédagogistes dans les années 70. Alors justement, si vous voulez, alors ça je l'explique dans le livre, c'est l'identité française qu'on assassine. J'explique bien justement qu'à 1947, si vous voulez, bon, les communistes ont été éliminés du gouvernement, etc. Puis le plan Langevin n'a finalement jamais été voté, si vous voulez. Alors on a pensé que le projet était enterré. Mais la même année a été créée la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, de même que des fédérations de parents d'élèves. Donc c'était dans la même mouvance. Et donc,
contrairement à ce que l'on pense, les syndicats ne se sont jamais vraiment opposés à ce qui se faisait dans l'éducation. Au contraire, ils étaient les initiateurs des réformes qui, progressivement, allaient jalonner toute cette période. Et ça, je l'explique dans mon livre « C'est l'identité française qu'on assassine », toutes ces étapes. D'abord, le nœud principal, c'est effectivement la modification des méthodes pédagogiques dès les années 50, où vous avez eu notamment l'adoption de cette méthode globale qui aujourd'hui demeure, quoi que l'on dise, si vous voulez, maintenant ce sont des méthodes semi-globales, mais ils représentent les mêmes inconvénients que les méthodes globales, dans la mesure où elles sont basées sur la mémoire et non pas sur l'analyse, sur la logique, si vous voulez, parce que dans la méthode traditionnelle, vous avez effectivement, vous partez du simple au complexe et vous aidez de la grammaire, l'analyse grammaticale et logique, vous connaissez la nature et la fonction des mots, donc ce qui vous permet de comprendre les phrases. Avec la mémorisation, si vous voulez, l'appréhension de la lecture par la lecturisation, par la mémorisation, l'enfant peut savoir lire, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Et puis alors on a atteint l'apogée... Alors donc... excusez-moi. Oui, on a atteint l'apogée avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, c'était Vincent Payon. Alors lui, il a carrément mis les cartes sur la table. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il raconte ? Oui, alors entre 47 et aujourd'hui, si vous voulez, j'explique dans le livre « C'est l'identité française qu'on assassine » toutes les étapes, effectivement, qui ont permis, effectivement, de dégrader, parce qu'ils ont dégradé vraiment très progressivement avec l'aide des syndicats. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il ? Je peux le dire parce qu'il l'a dit à la radio. C'est Paul-Marie Couteau qui disait qu'il avait travaillé à l'Éducation nationale quand un journaliste lui a dit ah bah oui, on sait que les syndicats ont co-géré avec le ministère. Il a dit même pas co. C'était les ministres et c'est les syndicats, si vous voulez. D'ailleurs, vous savez que le grand maître du Grand Orient de France est l'ancien secrétaire adjoint de l'UNSA, Union nationale des syndicats autonomes. D'accord. Voilà. Alors Vincent Payon, justement, est quelqu'un qui nous a énormément rendu service, parce que si moi j'avais dit, par exemple, en 2010, vous savez, nous sommes dans un processus révolutionnaire, on m'aurait dit, mais ça va pas, enfin, écoutez, la révolution, ça fait 200 ans qu'elle est passée. Lui, il nous a dit carrément, il a mis les cartes sur la table. Il a dit, la révolution française n'est pas terminée. Il faut l'achever. C'est fait, Blanquer l'a fait. Blanquer a effectivement abouti à ce qui avait été prévu par le PLD de Saint-Fargeau, c'est-à-dire donc des activités, pas de transmission de savoir, activités basées sur l'endoctrinement aux valeurs dites de la République, alors avec tous les dévoiements qui n'étaient peut-être pas prévus au moment de la Révolution française, parce que maintenant, si vous voulez, c'est les transgenres, c'est la théorie du genre, etc. Enfin bon... le délire. Le délire. Alors, on a reçu récemment le professeur Jean-Paul Brigelli, madame, et il a écrit ce livre qui s'appelle « L'école à deux vitesses ». Vous l'avez lu, vous avez relevé de nombreuses contradictions. Ah oui, est-ce que vous pouvez nous en donner les meilleures ? Écoutez, les meilleurs, d'abord, ils distinguent son école est soi-disant une école à deux vitesses. C'est pas les mêmes vitesses que les miennes, hein. Les miennes entre guillemets, si vous voulez, c'est celles que je dénote. Parce qu'en réalité, lui fait la distinction entre les riches et les pauvres. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle les riches, je ne sais pas ce qu'il appelle les pauvres. En réalité, nous avons effectivement une école à deux vitesses, mais au détriment de nos enfants. Au détriment de nos enfants. Comme je viens de vous l'expliquer, l'école pour nos enfants, elle résulte effectivement d'un processus révolutionnaire qui aboutit à la disparition, en fin de compte, de toute transmission de savoir et de l'école, finalement. Tandis que pour les élèves issus de l'immigration, pas tous bien sûr parce qu'il y en a beaucoup, alors donc si vous voulez on arrive à un moment où ça bloque, hein, mais vous avez depuis des années, vous avez des politiques justement qui visent à assurer une formation de qualité à ces élèves, à un grand nombre d'élèves. Et c'est d'ailleurs très méthodique, hein, vous avez l'organisation s'est faite surtout par le ministère de la Ville. Ce qui fait que c'est passé inaperçu, parce que ça n'entrait pas dans le budget de l'éducation. On n'a pas vu passer cette politique, alors qu'on a alors que le ministère de l'Éducation nationale avait instauré des ZEP, si vous voulez, dans lesquels effectivement il n'y a pas eu des résultats meilleurs qu'ailleurs, bien qu'il y ait eu des classes moins chargées, qu'on ait eu davantage de moyens matériels, mais comme on n'a pas changé les méthodes, si vous voulez, évidemment, ça ne pouvait pas donner le bon résultat. Est-ce que c'est pas mais mieux... cette politique-là, elle n'a pas été menée
La politique préférentielle en faveur des immigrés, elle n'a pas été menée par le ministère de l'Éducation nationale, ça a commencé par le ministère de la Ville, aidé d'autres ministères, dont le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère de la Culture, enfin tous les ministères ont mis la main au porte-monnaie aussi. Donc ça a commencé, si vous voulez, la montée en puissance, disons, c'est le début des années 2000. Alors on a créé notamment des équipes de réussite éducative, alors aujourd'hui vous avez 550 plans de réussite éducative qui profitent à 100 000 élèves par an. Quand même. Et alors, ces plans de réussite éducative, en quoi consistent-ils? Ils consistent à mettre à niveau les élèves, c'est-à-dire donc en utilisant des méthodes efficaces, c'est ce qui est dit dans les textes, méthodes efficaces et accompagnement individualisé et personnalisé. Mais est-ce que c'est pas bien de donner plus de moyens pour les élèves qui partent de plus loin? Mais attendez, oui, ça pourrait être si on allait dans le même sens. Si effectivement on donnait aussi une instruction à nos enfants et qu'on en donnait un peu plus aux enfants issus d'immigration, moi je suis tout à fait d'accord. Mais vous dites que ça va au détriment... Mais bien sûr, parce que nos enfants n'ont plus d'école. Oui. Mais parce que, si vous voulez, nous on est... Pour nos enfants, c'est le constructivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission de savoir. D'ailleurs, c'est bien défini dans la loi de refondation de l'école de 2013, où on voit très nettement la différence entre les deux. Vous avez d'une part l'école pour nos enfants qui est basée sur l'appréhension des valeurs de la République, et c'est la mission première à l'école. Et puis, pour l'éducation prioritaire, vous avez un savoir structuré, des méthodes pédagogiques efficaces, des contrôles à la clé, on parle même d'internat d'excellence. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça dans notre école. Bon, donc, si vous voulez, c'est basé sur des fondements différents. C'est ça qui est important, parce que, bien sûr qu'on pourrait concevoir qu'on donne plus à ceux qui ont besoin de davantage, mais on donne autre chose. C'est complètement différent. Alors, vous avez justement ce soutien scolaire, après, qui débouche sur les internats d'excellence. Aujourd'hui, vous avez 33 000 places d'internat d'excellence. 33 000 places d'internat d'excellence pour les élèves issus de l'immigration. Ensuite, vous avez des structures pour la préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Vous avez notamment ces fameuses conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po qui ont permis à 2000 élèves, depuis les débuts des années 2000, qui ont permis à 2000 élèves d'intégrer Sciences Po. Vous avez aussi l'ESSEC qui, tous les ans, si vous voulez, fait une procédure également d'aide individualisée pour les élèves issus d'immigration pour favoriser leur accès à l'enseignement supérieur de prestige. Et puis, vous avez les classes préparatoires à l'enseignement supérieur et les classes préparatoires intégrées qui sont des classes spécifiques qui existent. Les CPES, notamment les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, ce sont des classes qui existent entre le bac et la classe préparatoire aux grandes écoles. Et vous avez à peu près... vous avez une trentaine de classes de 25 élèves. Donc, si vous voulez, vous avez à peu près 800 élèves par année. Donc, c'est pas marginal. Et puis après, vous avez vous avez des taux de réussite extrêmement importants. Vous avez aussi les écoles supérieures qui ont leurs classes ce qu'on appelle les classes préparatoires intégrées, comme par exemple l'École nationale de la magistrature, comme l'École supérieure de journalisme de Lille, qui ont des taux de réussite très, très importants, puisque par exemple l'École supérieure de journalisme de Lille, qui fait une année de préparation pour ces élèves-là, ont un résultat pour eux de 60 à 85%, alors que la moyenne nationale est de 10%. À l'école normale de la magistrature, nationale de la magistrature, c'est la même chose. Vous avez des taux de réussite de 33%, alors que la moyenne est de 10%. Donc, si vous voulez, il y a des réussites, si vous voulez, importantes. Alors, si vous voulez, et ça nous coûte très cher, ça nous coûte des milliards et des milliards chaque année, parce que on les traite vraiment comme des princes. C'est vraiment eux les riches. Vraiment, quand on étudie bien, j'ai essayé d'évaluer dans le livre, mais c'est très difficile parce que si vous voulez, vous avez tout le monde met la main au porte-monnaie, c'est les communes, les départements, les régions, l'Europe, les fondations. Enfin, bref, tout le monde s'y met. Donc, c'est difficile d'avoir vraiment des chiffres précis, mais on engloutit des sommes absolument considérables. On a entendu également Jean-Paul Brielly se dire
dire davantage favorable à la mixité sociale. Il dit donc plus d'élitisme, mais il se dit contre l'égalitarisme. Donc il veut la création de classes de niveau. Alors, est-ce que ça vous choque? Alors, moi, si vous voulez, écoutez, oui, ça me choque parce que, alors, effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Blanquer a créé 200 cités de haute qualité éducative sans mixité sociale. Sans mixité sociale, c'est-à-dire donc uniquement réservé aux élèves issus de migration. Alors, c'est bien, si vous voulez, de vouloir effectivement faire de la mixité sociale pour nos enfants, mais forcément, on le sait très bien que lorsqu'on fait de la mixité sociale et aussi scolaire, si vous voulez, il est évident qu'on entraîne une baisse des niveaux. Donc, si vous voulez, à Henri IV et à Louis le Grand, on ne sélectionne plus sur dossier. On sélectionne en fonction du critère géographique. Monsieur Briguely le dit lui-même, qu'il a été souvent dans des jurys justement d'admission pour l'entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles, et dit que finalement le livret scolaire est regardé de très loin, et ce qui compte c'est le critère géographique. Alors donc, si vous voulez, on est en train de casser... Si papa habite dans le 16e, c'est mieux. C'est ça? Non, non, on privilégie, justement, on va privilégier les enfants qui sont issus de l'immigration, qui sont loin de l'école, si vous voulez, non. Et alors, justement, si vous voulez... Louis le Grand et Henri IV sont des établissements d'excellence effectivement pour nos enfants, mais aussi pour les élèves issus de migration s'ils ont les moyens intellectuels nécessaires. Mais là, on est en train de casser la dynamique de ces établissements en admettant sur le principe du critère géographique, si vous voulez, des élèves issus de l'immigration qui n'ont pas forcément le niveau, puisque lui-même dit dans son livre, Jean-Pierre Briguely, que, ma foi, il faudra quand même les aider, parce que ils savent peut-être pas prendre des notes, ils ont peut-être pas l'orthographe, ils ont peut-être pas les codes non plus pour mettre des majuscules, parce que, alors, vous voyez, s'ils en sont arrivés là, et puis qu'ils rentrent à Henri IV et Louis le Grand, vous allez forcément avoir quand même des problèmes. Vous allez forcément baisser les niveaux. Le gouvernement aussi en rencontre des problèmes, puisqu'à l'éducation nationale, on a de gros problèmes de recrutement. Alors, justement, est-ce qu'ils ne vont pas avoir, à partir de là, du mal à mettre en place leur plan? C'est-à-dire... Il n'y a plus personne qui veut devenir prof, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils recrutent maintenant des assistants d'éducation sans diplôme, sans qualification professionnelle, sans concours, et après ils vont se charger de les formater. Donc pour nos enfants, pas de problème, si vous voulez. Eux, c'est pas un problème pour eux, si vous voulez, que les profs démissionnent, parce que ça correspond justement à la politique qu'ils souhaitent mettre en place. Parce que justement, pourquoi les profs démissionnent? Parce que justement, c'est pas leur métier, puis ils se disent, attendez, mais qu'est-ce qu'on fait là, enfin, tandis que quelqu'un qui a pas de diplôme, qui a rien, il a pas de qualification, on lui demande rien, vous rentrez, c'est tout. C'est formidable, comprenez? Alors ils vont avoir du monde, ils vont avoir des assistants d'éducation, ça c'est certain. Mais alors évidemment, pas pour faire de l'enseignement. Mais c'est quoi l'intérêt pour le ministère de l'Éducation nationale de former des moutons prêts à consommer et qui ne seront pas capables de produire quoi que ce soit pour le pays? Et puis de faire une élite étrangère à notre culture, c'est pour accompagner le grand remplacement, de faire les élites avec les élèves issus de migration et faire de nos enfants les larbins. C'est ça, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Ouais, volonté de nuire. Volonté que la France française finalement disparaisse, ça s'intègre dans un projet mondialiste. Il n'y a pas de, je m'excuse de l'expression, à tortiller. Ouais. Bon, ça sera le mot de la fin de cet entretien avec notre invité aujourd'hui, Claude Meunier et Berthelot. Je rappelle les titres de ces derniers ouvrages: C'est l'identité française qu'on assassine, cette révolution scolaire qui tue la France, dont certains, je ne sais plus, sont disponibles sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous, en tout cas, madame, d'être venue nous voir. Merci, Pierre. Merci.